Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo en résumé de vidéos précédentes sur le sport et l'exercice. En première partie, est-ce que le sport est indispensable? Pourquoi? Et surtout comment ça marche? Et en deuxième partie, le sport d'élite, le sport de haut niveau, apporte-t-il une valeur supplémentaire? Donc cette première partie est sur l'exercice. L'exercice est indispensable, l'exercice est le sport. J'avais fait une première vidéo sur la contribution de l'exercice sur la santé, avec bien sûr l'alimentation et une certaine partie de bonheur. Mais la question principale que nous devons nous poser, c'est est-ce que l'exercice amène la santé? Et pour répondre à cette question, trois thèmes sont peut-être nécessaires, la santé et le vieillissement, les bénéfices de l'exercice et pourquoi en est-ce ainsi? La santé peut être divisée en trois parties, une bonne alimentation, du bonheur, du réduction du stress et un peu d'exercice. Ces trois critères vont vous amener une meilleure santé en général. D'autres, par contre, risquent de diminuer cette santé, la sédentarité, le stress chronique, les médicaments, la chimie, l'obésité, la surconsommation en général contribuent au vieillissement. Ce vieillissement, pour les humains, est un petit peu spécifique. On passe de l'âge jeune à l'âge adulte jusqu'à une sénescence et cela dure à peu près de 70 à 100 ans. Ce n'est pas pareil pour toute la vie animale, qui peut être très très longue comme les éponges, 11 000 ans, les méduses qui peuvent être immortelles, théoriquement, les oursins 200 ans, la palourde 400 ans et d'autres animaux, mammifères ou autres, qui vivent plus que de 200 ans. Par contre, elle peut être aussi très très courte, comme la mouche, quinzaine de jours, l'éphémère, un jour, les gastritique et ou l'abeille, 5 semaines. La question qui s'est toujours posée, c'est pourquoi vieillir génétiquement? Quel est l'avantage génétique d'avoir un vieillissement? Il y a plusieurs choses qui ont été déterminées. L'effet grands-parents, donc toujours productif, mais avec une consommation moindre. C'est aussi un répertoire d'informations avec les personnes plus âgées et l'effet d'une reproduction plus tardive. Les caractéristiques du vieillissement ont été déterminées par Lopez-Otin et Kramer et ils ont dénommé l'instabilité génomique, la détection dérégulée des nutriments, les dysfonctionnements mitochondrial, la sénescence cellulaire, la diminution des cellules souches et les modifications de la communication intercellulaire. Tous ces critères contribuent à l'âge. Dans l'Antiquité, on avait noté que l'exercice était déjà très favorable. Mens sana in corpore sano, ça depuis très longtemps. Au XIXe siècle, de nombreuses études observationnelles ont montré que les travailleurs sont en meilleure santé que les autres. En Allemagne, en Angleterre et Pierre de Coubertin avec les Jeux Olympiques. Au XXe siècle, de nombreuses études scientifiques à long terme, Framingham, Pfaffenberger, l'étude de Baltimore entre autres, ont calculé que les gens qui faisaient plus d'exercice avaient un facteur de risque moindre pour beaucoup de maladies et un vieillissement moins accentué. L'obésité fait partie de notre quotidien maintenant. Elle a augmenté énormément dans les dernières décennies. Il faut constater qu'en 1960, la distance parcourue moyenne d'une personne était de 10 km par jour, en moyenne donc. Mais aujourd'hui, elle est à peine de 400 mètres. Ça fait une différence fondamentale. L'exercice doit se faire en différentes façons. Un, c'est l'endurance, avec une fréquence cardiaque de moins de 120, c'est du jogging, de la marche, de la nage, du vélo par exemple, et en fonction de l'âge. Ou de la résistance, où la fréquence cardiaque est un peu plus élevée, 140 en 160, d'après l'âge bien sûr, donc moins longue et avec des répétitions nécessaires, et une fréquence bien plus élevée bien sûr. Ou la vitesse avec une fréquence encore plus élevée et en anaérobie, donc de 10 à 20 secondes maximales, avec des longues pauses entre chaque exercice. L'exercice peut venir en de nombreuses façons. Le yoga, l'aquagym, le crossfit, l'aérobics et interval training, l'eau libre contribuent à de l'exercice naturel, bien sûr. Donc la santé et l'exercice. Pourquoi et comment ça marche?
Le premier critère sont peut-être les mitochondries. Les mitochondries sont des organelles dans chacune des cellules, elles sont nombreuses et contribuent à l'énergie d'une cellule. Et elles peuvent être plus nombreuses si vous faites l'exercice. Certaines études ont montré que une jambe faisant d'exercice avait plus de mitochondries dans chaque cellule que la jambe qui n'en faisait pas. Les fibres musculaires sont très variées. Elles existent en 3 types. Les fibres rouges qui contiennent plus de mitochondries et de graisse et se contractent plus lentement, ce qui favorise l'endurance. Les fibres rouges souples, ce sont entre les deux, et les fibres blanches qui sont plus rapides et contiennent moins de mitochondries et qui favorisent les efforts courts. Des nouvelles études ont montré que les fibres musculaires produisent des myokines chimiques pour renforcer le système immunitaire, ce qui répare les tissus et les os. Lors de la contraction, les muscles produisent certaines hormones. L'IL-6, par exemple, l'interleukine 6, est anti-inflammatoire et elle est produite par les muscles, ainsi que le VEGF et le BNDF dont on va parler un peu. Les os ne se renforcent pas avec l'exercice, mais ils sont une source de minéraux et d'hormones, et ils peuvent se remodeler et se densifier assez rapidement. Le duo entre le muscle et les os est importante. L'ostéocalcine, par exemple, produit par les os, elle diminue avec l'âge. Mais on a noté que les souris âgées traitées par injection d'ostéocalcine courent plus vite que les jeunes souris. Donc les muscles forts renforcent les os, donc le IGF-1 et 2 y contribuent. Donc les exercices physiques ne renforcent pas les os, mais contribuent à les préserver plus longtemps. Le cerveau et l'exercice, c'est un thème assez récurrent. On a toujours pensé que le cerveau rétrécissait avec l'âge, mais des études en 1985 montrent que la personnalité est un principal facteur cognitif. L'activité physique est le facteur numéro 1 pour améliorer la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est assez récent. Les études de 1970 montrent un meilleur temps de réaction grâce à l'exercice. Et il y en a plein d'autres, en Finlande, en Italie, aux Pays-Bas, beaucoup d'études ont été faites qui montrent un déclin cognitif en général avec de l'exercice, avec plus d'exercice. Ce qu'on a appris aussi récemment, c'est que les niveaux de GABA et de glutamate augmentent après 20 minutes d'exercice, ce qui était assez important, et la plaque d'Alzheimer diminue avec l'exercice. La circulation sanguine est très bénéfique, naturellement, pour le cerveau, mais s'arrête avec la réduction de l'exercice. Ce qui est intéressant, c'est que de nouvelles études suédoises ont montré que jusqu'à 700 nouveaux neurones sont produits par jour, et ça tout au long de la vie. Et bien sûr, avec de l'exercice, ça serait un peu plus important. C'est une stimulation des cellules, des synapses, des cellules souches existantes avec le BDNF, le facteur de croissance des nerfs dérivés du cerveau, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. L'exercice physique augmente le taux de BDNF. La dépression est forcément liée à l'exercice aussi. C'est un facteur d'invalidité dans le monde, la dépression. Le système endocrinien est donc affecté et l'exercice physique augmente ses niveaux de BDNF à nouveau. Ce qu'on a mesuré, c'est qu'un minimum de 3-4 fois 45 minutes par semaine, ou mieux 5 fois 60 minutes par semaine, réduisait la dépression de facteurs importantes. Le microbiome est affecté par l'exercice. C'est un peu assez surprenant. L'exercice accélérerait la digestion. Donc réduction des cancers de l'estomac ou du côlon avec de l'exercice. Et ce qui est intéressant, c'est que ce microbiome augmente en diversité avec de l'exercice. Ça paraît surprenant, et on a noté que des personnes avec la même nourriture avaient un microbiome plus divers s'ils faisaient de l'exercice que s'ils n'en faisaient pas. Le système immunitaire, bien sûr, l'exercice améliore le système immunitaire, les cytokines, cellules T et B, tous ces lymphocytes. Une activité quotidienne de 20 minutes suffirait, et la graisse viscérale, par contre, provoque une inflammation chronique, donc à l'effet inverse. Donc les exercices physiques la réduisent, cette inflammation. On a noté que les cyclistes âgés avaient plus de lymphocytes T. L'exercice physique réduit l'inflammation chronique. Et les télomères, cette terminaison de l'ADN, on pensait qu'ils ne servaient à rien, qu'ils se réduisaient avec l'âge systématiquement.
Mais on a noté que ceux qui faisaient l'exercice avaient des télomères plus longs que ceux qui n'en faisaient pas. Une fois que c'est trop court, 80% de risque cardiovasculaire, hein, donc c'est un peu le vieillissement. Mais quand il n'y a plus de télomères, la cellule meurt. Donc finalement, c'est ça notre vieillissement. On est à la naissance avec 10 000 paires, on a 7 500 à 35 ans et 4 800 à 65 ans. Finalement, les cellules souches, c'est assez récent, depuis les années 2000 à peu près qu'on s'y intéresse. Elles peuvent être en différentes formes, omnipotentes, pluripotentes, omnipotentes, donc différentes fonctions. Elles peuvent se transformer en différents organes et elles servent à réparer l'organisme. Et c'est contenu dans la moelle épinière et dans tous les organes. Et elles sont stimulées par un exercice intensif, donc un pic de 15 minutes dans le sang quand on fait l'exercice. Plusieurs études ont montré que les souris âgées qui font de l'exercice ont plus de cellules souches que des souris plus jeunes qui n'en font pas. Donc assez intéressant. On peut aussi se demander si la santé, donc l'exercice, peut être amélioré de façon chimique ou biologique. Ce qu'on peut conclure pour avoir une bonne santé avec une bonne alimentation et bien sûr un peu de bonheur, donc réduction de stress, c'est qu'un minimum d'exercice est nécessaire. Le minimum qui est sorti de toutes ces études, c'est que 150 minutes tranquilles ou 75 minutes modérées par semaine sont un minimum à avoir. Modéré, sachant qu'il suffit de respirer fort, mais pouvoir encore parler à 50 à 70% de la fréquence cardiaque maximale. Vigoureux, un peu plus intensif, donc, signifie ne pas pouvoir parler et transpirer et être à 60 à 85% de la fréquence cardiaque maximale, en fonction de l'âge bien sûr. Il faudrait aussi mesurer la VO2 max qui devrait être un signe vital pour chaque personne pour savoir si elle est en bonne santé. Il faut noter que les avantages sont perdus et peuvent être retrouvés si on fait l'exercice. Donc il est important de continuer ça quotidiennement ou plusieurs fois, certainement plusieurs fois par semaine. La capacité d'endurance aérobique, donc, elle se décroît de 25% après 3 ou 5 semaines d'inactivité. Il est important de faire aussi des exercices de fractionnés, puisque c'est un peu plus intense. Ce qui est suggéré dans beaucoup d'études, c'est de faire des répétitions de 4 ou 6 fois de 30 secondes, avec 30 secondes d'effort et 30 secondes d'exercice intensif, et faire ceci 3 fois par semaine au minimum. L'IMC est une mesure très importante en faisant attention que les muscles pèsent plus que la graisse. Donc si on fait beaucoup de musculation, forcément, ça a un critère de taille différent. Et surtout, il n'y a pas vraiment de risques qui ont été déterminés de faire l'exercice. En faire trop n'améliorera pas forcément la condition, mais il n'y a pas de contre-indication. 26 conditions ont été étudiées assez attentivement. On n'a vu aucune contre-indication de faire trop d'exercice. En résumé de cette première partie, nous avons appris que le corps peut se guérir tout seul, que les maladies sont guérissables avec l'influence de l'exercice, que l'exercice est dans nos gènes et donc est indispensable à notre survie, qu'il faut faire du sport, mais suffisamment, avec des variations et des intensités différentes. Mais malgré tout, nous allons quand même vieillir, mais peut-être dans un état plus sain. Maintenant que cette première partie est terminée sur l'importance de l'exercice, nous allons adresser la deuxième partie qui est l'élite et l'importance de l'élite, l'influence de l'élite et est-ce que ça a une valeur sur cette amélioration de la santé. Pour cela, je vais l'adresser dans 4 parties. Les 4 parties, c'est l'accès social et pour l'élite, la technologie qui a énormément changé à travers les années, la génétique qui joue un rôle crucial dans le développement d'une élite et les possibilités d'atteindre cette élite. Et la partie la plus controversée, c'est ce que j'appelle les améliorations fallacieuses. C'est tout ce qu'on peut prendre pour s'améliorer à un niveau plus haut de sport et d'intensité. De tout temps, nous avons adulé des héros ou nos champions et nous avons
attendu que ces héros ou ces champions aient de l'intrépidité, du courage, de la détermination, de la persévérance, de la discipline, de la valeur, de l'indulgence, honnêteté, équité, toutes ces valeurs que nous attendons maintenant de notre élite, de nos sportifs, de nos premiers. Mais la question qui se pose souvent, c'est que qu'est-ce qui se passe avec les autres, ceux qui ne sont pas premiers ou dans les centaines de premiers, ce sont des perdants, ils sont frêles et ils sont faibles, c'est comme ça qu'on les considère. Mais la question principale, c'est est-ce que nous sommes tous égaux au départ et que nos meilleurs, l'élite, sont vraiment les meilleurs ou ont eu un avantage certain. C'est pour ça que en évaluant si le sport d'élite a une valeur, il faut considérer peut-être en premier l'accès et le social, ce qui concerne la possibilité d'entraînement, l'accès aux installations et la chronologie des performances. Elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Dans cette optique, les possibilités d'entraînement sont variables, très très variables, et diffèrent forcément d'où vous venez et de ce que vous faites comme activité, ou est-ce que vous travaillez à la maison ou au bureau, vous donne des possibilités d'entraînement plus ou moins différentes. Il s'agit aussi de l'éducation que vous devez, surtout dans vos plus jeunes âges, si vous devez travailler ou si vous êtes payé par le gouvernement ou si vous êtes partiellement professionnel. Les possibilités d'entraînement sont donc très très différentes si vous n'avez pas besoin de travailler, pas besoin d'étudier et en général pas besoin d'argent. L'accès aux installations est le deuxième aspect. Elles sont très différentes par pays. Donc quand nous voyons des compétitions à niveau d'élite, tous n'ont pas commencé dans les mêmes conditions de natation ou de sport, etc. Certaines ont droit à des pistes magnifiques de tartan, d'autres doivent s'entraîner dehors, au foot ou ailleurs. Et d'ailleurs, les Jeux Olympiques ont créé une différenciation assez extrême de ce côté-là. Les Jeux Olympiques de 1896 avaient 9 sports pour 83 épreuves, et que pour des hommes. En 72, il y avait 20 sports, donc plus de 2 fois plus, et 195 épreuves, hommes et femmes, bien sûr. Et aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020-2021, 33 sports et 339 épreuves. Ce qui forcément donne beaucoup plus de difficultés à certains pays pour avoir une compétition. Forcément, dans les Jeux d'hiver, il y a 0 pays africain et très peu de pays asiatiques. Les piscines, par exemple, l'Australie en compte 1,5 million. C'est très différent d'autres pays, bien sûr, et ils sont champions dans cette discipline. Les équipements en eau vive, c'est assez particulier. Il n'y en a que 10 dans le monde, dont 3 en France. Et la France a donc eu des champions grâce à cet accès. Une autre considération importante sur l'accès à l'élite, c'est la chronologie des performances. Un athlète commencera à s'entraîner avec le but d'atteindre le niveau maximum de performance qu'il a pu constater à ses débuts. Par contre, l'élite continue à progresser et le but à atteindre, si vous n'êtes pas dans les meilleures conditions, risque d'être un petit peu court. Par exemple, si vous prenez les 200 mètres papillon, en 2000, aux Jeux Olympiques, le premier faisait une 55, huitième une 58. En 2004, une 54 pour une 57 pour le huitième. Et en 2008, une 52 pour une 55. Donc si vous voyez commencer à vous entraîner et espérer faire une 55, vous n'avez à peine les moyens d'atteindre l'élite. C'est assez frustrant souvent pour la plupart des athlètes. Donc dans la considération de est-ce que le sport d'élite a une valeur, l'accès social, vous avez vu, est assez important et plaît un rôle primordial. Le deuxième aspect que nous allons regarder, c'est la technologie. Elle a évolué assez rapidement en équipant l'installation, les méthodes d'entraînement et même on peut considérer la nutrition. Ceci est nécessaire pour atteindre le niveau d'élite et n'est pas accessible à tous. Cette technologie, si on parle des installations, a énormément progressé. Si on considère, en prenant juste que l'exemple, la gymnastique, les conditions ne sont plus du tout les mêmes. Même en course à pied, les pistes ont changé énormément avec maintenant des pistes en tartan, en latex, en polyuréthane qui rendent un peu plus de répondants aux coureurs. Et si on prend la natation, Johnny Weissmuller en 1922 est allé en dessous d'une minute et a même fait 57,4 pour le 100 mètres nage libre. Mais il nageait, comme vous voyez, elle était hors de l'eau, dans des piscines qui étaient assez crudes, voire avec des vagues, etc. Maintenant, ça a beaucoup progressé. Il y a des lignes d'eau, il y a des plots de départ
performants, des goulettes californiennes qui empêchent toute petite vaguelette qui pourrait réduire l'entraînement et la rapidité de l'athlète. Les méthodes d'entraînement ont également énormément évolué. Si on regarde simplement même les conditions du saut en hauteur, avec en ciseaux, après en rouleau et le Fosbury Flop, ça a changé forcément les performances possibles que quelqu'un pouvait attendre. Il y a aussi des mesures qui sont énormément adaptées aux performances, et si vous ne les avez pas, vos chances sont quand même minimisées. La nutrition, si on parle du début où les athlètes prenaient même du cognac pendant les courses, maintenant on a des systèmes de nutrition pendant les courses et pendant l'entraînement qui sont extrêmement variés. On a des repas équilibrés, on compte les calories, on a des boissons énergisantes qui sont assez importantes et cruciales. Pour reprendre la natation comme exemple, Webb Ellis, qui a travaillé la Manche, avait des conditions très très différentes de maintenant, de la nage de l'eau de rive. Maintenant, tous ont une combinaison ultra performance qui permettent d'être au moins 15 à 20% plus rapide et une réduction de la perte d'énergie pendant l'exercice. Donc c'est une course à l'énergie. Et d'ailleurs, si on compare les temps de Janice Westmuller, 54,4 secondes en 1920, à Zhang Lei qui a fait 46,40 aux derniers Jeux Olympiques, en record du monde, il est 9 secondes ou 19% plus rapide. Mais était-il vraiment plus rapide? Si l'on considère que les lignes d'eau l'absorption de l'eau vaut à peu près 2 secondes sur ce 100 mètres. Nage en l'eau libre, dans des piscines ouvertes, avec les comparaisons de Gouttière qualifiant maintenant des piscines au même niveau tout le temps, c'est 1,5 à 3 secondes d'après les experts. Nager à tête relevée, comme on le faisait dans le temps, comparé à un profilé qu'on essaye d'avoir maintenant, c'est 4 à 6 secondes. Un virage touché qui était obligatoire, touché avec la main, et maintenant on fait une culbute, on touche juste avec les pieds, et c'est encore une seconde de gain. Donc qui était vraiment le plus rapide à ce moment-là? Et en considérant aussi que il y avait très peu d'entraînement à cette époque-là, et maintenant un sportif élite qui ne fait que ça s'entraîne 2 fois par jour au minimum, et c'est 4 à 10 secondes de plus bien sûr. Donc Johnny Weissmuller était peut-être plus rapide que Zhang Lei maintenant le pourrait être. Un sport très populaire en ce moment, c'est le triathlon et qui combine les 3 sports. C'est un très bon sport si l'on considère cela, mais c'est un peu une course à la technologie. La distance de natation est 3,8 km pour l'Ironman, 180 de cyclisme et 42 km de course. Donc en fait, c'est un 2 petits pourcents pour la natation, 80% de cyclisme et 18% de course. D'accord? Ce n'est pas les mêmes temps, mais si on considère le temps des meilleurs, c'est 7% du temps en natation, donc moins de 10%, 62% de cyclisme et 31% de course. Donc le cyclisme plaît un très grand rôle dans ce sport. Et si on parle de cyclisme, les vélos ont énormément changé. Justement, en comparant Eddy Merckx, son record de l'heure en 72, 49,43 km. C'était phénoménal. Sauf que maintenant, en 96, c'était 56,78, donc 7 km de plus. On se dit, des athlètes sont bien meilleurs. Sauf que en 96, la fédération a dit maintenant il faudra le faire avec un vélo similaire de celui de Merckx. Et le maximum était 49,68 km, donc à peine 250 mètres de plus que Merckx. Donc pas une progression aussi phénoménale sans la technologie. Pareillement, en course à pied, Jesse Owens a fait 10 secondes 02, son meilleur temps, et 9,58 pour le record du monde actuel. C'est 4,3% plus rapide. Était-il meilleur? Forcément, si on considère qu'il courait dans une piste cendrée comparé au synthétique maintenant, les calculs ont été faits, c'est 1,5%. Un petit trou dans le sable, comme ça se faisait à cette époque, comparé au starting block, c'est 1%, soi-disant. Les chaussures bien plus performantes maintenant, avec les semelles et puis qui ont plus de prise sur chaque foulée, c'est aussi un certain gain qui n'a pas été calculé. Ils étaient amateurs à ce moment-là et maintenant c'est des professionnels qui s'entraînent très régulièrement et forcément pas de nutrition
et comparé à une alimentation optimale. Donc, qui était vraiment le plus rapide? En reprenant le triathlon, justement, cette combinaison qui coûte dans les 1000 ou plus de 1000 euros vous donne 15% de plus de rapidité dans la natation, qui est courte, bien sûr, mais vous aussi vous dépensez beaucoup moins d'énergie. Et le vélo vont dans les 10 000 à 20 000 à 100 000 euros et que chaque vélo va beaucoup plus vite et moins d'énergie que vous dépensez dans cette course. Donc est-ce une course à la technologie ou vraiment un sport? Si on veut vraiment faire du sport, on fait en maillot avec un vélo minimaliste comme celui d'Eddy Merckx par exemple, qui était déjà un très très bon vélo. Continuons sur notre question, le sport d'élite a-t-il une valeur? Nous avons regardé le social et l'accès. Nous avons venu de voir la technologie qui joue un rôle assez important si vous n'aviez pas accès à ces technologies, si vous voulez faire aller au niveau d'élite. Mais maintenant, regardons un petit peu la génétique qui joue un rôle essentiel dans vos performances potentielles pour cette élite. L'ADN, il est différent pour chacun. Mais sachant qu'on a 60% commun avec une mouche, on ne peut pas voler, 80% avec une vache, on ne fait pas de lait, et à peu près 98,8% de commun avec un chimpanzé, par exemple. Mais même à ce niveau génétique, la différence entre un chimpanzé et un gorille, qui sont très très différents, l'un pèse 40 kg, fait 1,30 m, et l'autre 160 kg pour 1,80 m. Et il n'y a que 1% de différence entre les deux. Et leurs performances sont forcément très très différentes avec ce pourcentage. Notre génétique a changé, mais pas énormément. Si on regarde simplement la taille, l'homme, il y a 16 000 ans, faisait 1,80 m en moyenne. L'homme, il y a 4000 ans, 1,62 m, donc ça a beaucoup décru à ce moment-là. Il est remonté à 1,73 m il y a à peu près 400 ans, et il était d'1,75 m en 1929, autant qu'aujourd'hui, bien qu'on ait l'impression différente quand on regarde le sport d'élite, forcément. Ce 1,75 m varie aussi entre une homme et une femme, d'où cette performance, à peu près 8,5% différente, 1,60 m en moyenne dans le monde pour les femmes. Mais malgré tout, il est très très différent par pays. Le Guatemalan, le plus petit, 1,49 m pour une femme, 1,63 m pour un homme. Donc presque aussi grand que la moyenne des femmes. Mais en Estonie, par exemple, et d'autres pays aussi, 1,80 m pour les hommes et 1,73 m pour les femmes. Donc une femme estonienne est 10 cm plus grande qu'un Guatémalin moyen. Donc forcément, ça se retrouvera dans des performances possibles. Et on voit forcément que la génétique a changé la donne, surtout quand on compare avec l'élite. Il faut avoir certaines caractéristiques pour pouvoir espérer faire ou de la gymnastique ou du basketball, forcément, qui sont deux extrêmes. Et d'ailleurs, si on compare dans les dernières décennies, l'homme qui faisait le saut en hauteur et le poids en 1920 avait approximativement la même taille et le même poids. C'était des personnes normales. Maintenant, avec le niveau d'élite, ça a énormément changé. Il y a à peu près 6,4 cm de différence entre un sauteur en hauteur et un lanceur de poids et 59 kg. Donc nous avons une sélection assez cruciale pour atteindre le niveau d'élite, ce qui n'était pas le cas avant. La différence entre homme et femme, c'est juste un chromosome. Mais c'est quand même 6500 différences d'expression de gènes. Donc ça fait 2,1% de différence. Autant qu'entre un homme et plus que entre un homme et un chimpanzé, par exemple. C'est à considérer aussi dans les niveaux de performance qu'on peut espérer avoir. Et si on regarde un petit peu plus en détail, le niveau de testostérone est énormément différent entre une femme et un homme, d'où les performances. Et forcément, ça varie de personne à personne. Il peut y avoir des femmes qui ont beaucoup plus de testostérone que des hommes, bien sûr. L'estrogène, forcément, c'est le contraire, avec des différences cruciales qui vont aussi jouer un rôle dans les performances possibles. Maintenant, quand on regarde les performances des nageurs, par exemple, ou des athlètes, on s'aperçoit que les femmes très performantes ont des caractéristiques un peu plus d'un homme, avec des différences morphologiques assez prononcées. L'impact est sur le basket, par exemple, si on prend ça comme exemple, la proportion des joueurs de 2010 a doublé
est à peu près de 10% maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on recrute des gens de plus en plus grands. 17% de chance d'être en NBA si vous faites plus de 2,10 m. Donc c'est assez impressionnant. Mais en plus, ce n'est pas seulement la taille. Les joueurs de 2 mètres ont une envergure de 2,13 m. Donc non seulement ils sont grands, mais ils ont des bras un peu plus grands que la moyenne. 2 mètres voulait dire des bras de 2 mètres normalement. En regardant la progression simplement de la taille du champion du 100 mètres nage libre, du gagnant du 100 mètres nage libre aux Jeux Olympiques, elle a énormément progressé. On voit qu'en 96, c'était un peu plus d'un mètre 80, avec certaines variations et certaines exceptions, mais à partir des années 90, 92, vous voyez que au moins 1,95 m, ce qui est très très grand, est minimum pour chacun des champions pour atteindre ce niveau-là, jusqu'à presque 2 mètres. C'est pour les hommes et également pour les femmes qui, dans les années 60, la championne faisait 1,60 m, un peu moins de 1,70 m, et maintenant, si vous ne faites pas au moins 1,75 m, vous n'avez très peu de chances d'être finaliste, donc de faire partie de l'élite. Donc certaines restrictions. On a vu le Vitruvian Man qu'il a à peu près la même longueur de bras que de taille, comme on le voit sur la photo. Et mais malgré tout, pour certains sports, la natation entre autres, le basket aussi, c'est très très différent. On voit que les bras sont beaucoup plus longs, cette envergure est beaucoup plus grande que la taille, en plus d'être très grand. Par exemple, Michael Gross, qui est record mondial du 200 mètres papillon plusieurs années de suite, faisait déjà 2 mètres, mais avait une envergure de 2,13 m. Mark Spitz également, 1,83 m, avec une envergure de 1,90 m. Michael Phelps, ce grand champion qui a gagné le plus de médailles d'or de toute la tête, tout sport confondu, faisait 1,93 m, donc était très grand, mais avec une envergure de 2,03 m. Sans cela, n'avait aucune chance de faire partie de l'élite. Et si on compare Michael Phelps à El Guerrouj, qui était un coureur, par contre, celui-ci fait 1,73 m, donc 20 cm de moins que Michael Phelps, sauf qu'ils ont la même longueur de jambes. Donc pour être un bon coureur, il faut des grandes jambes, et pas besoin de bras si vous juste pour l'équilibre, mais pour un nageur, il vaut mieux avoir des petites jambes, mais surtout des longs bras. On le voit aussi dans les coureurs de marathon ou de longue distance, les coureurs calégines ont une génétique qui les aide à être très très performants. C'est pour ça qu'on les voit dans toutes les grandes courses. C'est pour 12% des Kenyans en général. Ils ont des jambes très longues et très fines, donc la partie inférieure de toute la jambe. C'est utilisé un peu comme un fouet et sont très fines, donc consomment très très peu d'énergie. Et si on voit les performances, c'est que 50 calégines font moins de 2h10 chaque année. Et il y a seulement 12 coureurs dans le reste du monde qui l'ont fait depuis le début des temps. Donc c'est une différence génétique qui est assez importante. Mais l'impact se voit aussi en gymnastique, puisque la moyenne il y a 30 ans, c'était 1,60 m, donc à peu près la moyenne de la taille des femmes à cette époque. Elle est aujourd'hui de 1,45 m. Donc il faut être très petit, 15 cm de moins que la taille moyenne pour pouvoir faire partie de l'élite en gymnastique. Et cet impact, cette adaptation se voit aussi dans l'adaptation génétique à l'altitude, qui est différent par pays. On a parlé des hauts plateaux d'Afrique. Il y a aussi dans les Andes, où la consommation d'absorption d'oxygène est beaucoup plus importante que dans d'autres endroits, ou bien sûr dans les Himalayas, où il s'agit de DPO qui est bien plus important pour ces personnes-là nées dans ce contexte que les autres. Pour certains sports plus courts, qui demandent plus d'explosivité, une adaptation génétique est nécessaire. Souvent, il faut un pourcentage de muscles à fibres rapides, on va en revenir dans quelques minutes, et qui vient souvent avec un tendon plus dur, ce qui permet aux coureurs, par exemple, de passer 60% en l'air durant les sprints, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ça demande beaucoup d'explosivité et c'est bon pour le saut et les sprints en général.
Donc l'impact génétique est assez important, on arrive à le voir. Donc il y a des choses qui sont visibles, la partie émergée, la taille, la dimension, on dit oui, ça a beaucoup changé et les athlètes ont besoin d'une certaine taille, d'une certaine dimension physique pour pouvoir performer. Mais il y a tout ce que ces gènes cachés, donc la structure osseuse, la composition sanguine, on a parlé de PO naturel, etc., la composition musculaire, l'effet cardiovasculaire, les tendons, etc., qui jouent un rôle. Et il y a aussi beaucoup d'effets qu'on ne voit encore moins, qui sont cachés, qu'on n'a pas encore découverts. Donc ça peut changer énormément. Simplement la composition musculaire va dicter le genre de sport que vous pouvez faire si vous voulez atteindre l'élite bientôt. Il y en a certains muscles qui vous qui vous feront plus puissant, d'autres vous serez dans une catégorie moyenne et d'autres vous êtes plus fait pour l'endurance. En général, les scientifiques ont regardé que certains gènes cachés dans cette composition musculaire est dans la fibre elle-même. Hein, les mitochondries jouent un rôle, mais les microfibrilles aussi, à l'intérieur du nucléus de chacune de ces cellules. C'est ce qu'on appelle l'ACTN3, qui vient en trois types différents, XX, RX et RR. En fonction de ce que vous avez, vous serez plus ou moins puissant. On le voit ici. Les RR vous donnent plus de puissance et on voit que les gens nés d'origine ouest africaine en ont 81%. Comparé à d'autres, si on passe à droite maintenant, les Asiatiques en ont que 25%. Mais ils ont par contre beaucoup plus de RX qui donne un peu plus d'endurance dans certains cas. Et les autres sont en moyenne. Donc en fonction de là d'où viennent vos origines, vos performances vont être dictées par ce que vous pouvez faire. La dernière, forcément, qui est aussi assez visible, c'est la flexibilité. Vous voyez clairement que certaines personnes sont très très flexibles, ce qui leur permet de faire des performances très différentes de ce qu'une personne normale pourrait faire. Bien sûr, ça se travaille, tout ça se travaille. Le sport, la flexibilité, les muscles, mais certains sont nés avec des caractères génétiques qui facilitent tout ça. Donc, quand vous faites une compétition, vous avez forcément ces aspects ou non qui vous permettent d'atteindre ou pas l'élite. Après l'accès social et la technologie qui sont importantes, nous venons de voir la génétique qui joue un rôle assez important pour accéder à l'élite. La dernière section, amélioration fallacieuse, est un peu controversée, vous allez voir, mais très intéressante, comme vous allez pouvoir le constater. Dans ces améliorations fallacieuses qui sont nécessaires pour atteindre l'élite, on va regarder les produits qui sont autorisés, les produits illégaux, certaines autorisations qui vous permettent de prendre des médicaments interdits et le test qui sont testés ou en général pas testés. Dans les produits autorisés, il y en a énormément. On va prendre les plus simples, la caféine, ça vous paraît simple et pourquoi elle ne serait pas autorisée. Tout le monde prend un petit café, mais c'est un stimulant, il augmente la pression artérielle, augmente le pouls, réduit la masse graisseuse et retarde la déplétion de glycogène, ce qui est intéressant pour le sport. Normalement, l'équivalent de 8 cups de café, donc 12 mg par litre d'urine, ce qui est assez important quand même, vous le reconnaîtrez, est permise. Mais on en voit que beaucoup en prennent beaucoup plus. Et en plus, si vous le mesuriez, 50% ont disparu après 3 à 5 heures. Donc c'est à très 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 peu mesuré en général. Un autre produit très très populaire partout dans le monde, la créatine qui est permis, qui était interdit un petit peu en France, mais qu'on peut avoir sur Internet, mais qui est consommée dans des quantités phénoménales. Créatine, une source naturelle d'énergie qui aide vos muscles squelettiques à se fléchir, à se contracter. Donc très important. Les études montrent que la créatine régulière augmente la croissance musculaire chez les personnes de 18 à 30 ans. Donc on se demande pourquoi ce produit ne serait pas interdit et pourquoi les athlètes le prennent. De nombreux athlètes amateurs professionnels en prennent comme supplément pour faciliter leur routine d'entraînement et améliorer la récupération. Ce n'est pas un produit interdit. Il est autorisé, mais les quantités sont phénoménales. Jusqu'à 300 millions de dollars de revenus en les années 2000. Et ça augmente régulièrement. 1 milliard en 2020. Et toute la nutrition représenterait, la créatine, 3 milliards en
bientôt. Ça représente 14 millions de tonnes. C'est assez incroyable de penser que c'est un produit simplement pour la performance athlétique, de l'élite, mais aussi des amateurs, certainement, puisqu'elle est permise. Un autre produit assez intéressant et qui me passionne, les bêta-2 agonistes. C'est des bronchodilatateurs, ils relaxent les muscles, les poumons, réduisent la masse graisseuse, augmentent la température et augmentent le métabolisme. Il y en a deux sortes, le clenbutérol, mais le clenbutérol est interdit. Ce produit est interdit. Par contre, il en existe un autre, l'albutérol, le salbutémol, qui lui est permis. Il est permis pourquoi? Parce que c'est contenu par exemple dans la ventoline, qui est un anti-asthmatique. Ce qui est très important pour surtout la natation, puisque la consommation d'oxygène est primordiale quand vous faites ce sport. Et normalement, si vous considérez l'albutérol, c'est ça qui à peu près qui me met un petit peu hors de moi, c'est que normalement, un puff par jour serait un maximum. Par contre, on a considéré que 4, allez-y, 4, si vraiment il y a des problèmes principaux, ce serait bien pour ce produit-là, c'est sur la notice. Et si vous devez en prendre plus, 8, ça doit se faire sous supervision hospitalière. Ce qui est très intéressant, et le WADA permet 1,6 mg toutes les 24 heures. Donc, retenez ce chiffre, 1000 nanogrammes par millilitre. Ces 1000 nanogrammes par millilitre, qui est autorisé, disparaît après 6 heures à 50% et en 24 heures, il n'y a plus aucune trace dans votre sang ou votre urine. Donc WADA, si vous regardez ce chiffre, 1000 nanogrammes par millilitre. Sachant que From, par exemple, a été pris avec 2000 nanogrammes par millilitre. Donc 2 fois plus que cette dose, qui est en fait 2 fois plus que ce qui devrait être pris dans des conditions hospitalières. Sachant qu'après 6 heures, il y a déjà 50%. Donc les quantités que prennent les athlètes sont phénoménales. Pour la natation, c'est assez important et c'est crucial. On se demande comment un athlète peut se justifier avec ce produit qui sont autorisés. Parce que normalement, 8% de la population, et c'est le double de ce qu'il y avait dans les années 60, sont déclarés asthmatiques, déjà, à leur naissance. Mais par contre, on retrouve qu'en 2011 déjà, donc il y a plus de 10 ans, 15 ans, 76% des nageurs étaient asthmatiques et 80% des skieurs de fond. Donc c'est des chiffres qui sont extrêmement surprenants, qui montrent très clairement que si vous voulez être un sport d'élite, il vous faut être asthmatique. Pour la consommation d'oxygène, entre autres, mais aussi pour vous permettre de prendre un produit qui normalement devait être illégal. Et forcément, des conditions économiques ont fait en sorte que ce produit se vend extrêmement bien et aide à la consommation, et personne n'osera déclarer ce produit comme interdit. Ceci changerait la performance de pratiquement tous les sports. Et les temps devraient être réduits énormément si on empêchait ce produit d'être utilisé, par exemple. Donc, les produits autorisés, et c'est juste une petite liste. Regardons les produits illégaux, et il y en a quelques-uns, pas énormément. Dans ces produits illégaux, depuis tous les temps, il y a certains 150 molécules qui existent et qui sont interdites tout le temps. Par exemple, anabolisants, hormones peptiques, hormones de croissance, le bêta-2 agoniste, sauf la ventoline bien sûr, hormones, régulateurs métaboliques, diurétiques, etc. Et pendant une compétition, d'autres stimulants, narcotiques, cannabinoïdes, stéroïdes, glucocorticoïdes. Mais plus personne ne se fait attraper dans les compétitions. Les athlètes sont professionnels et connaissent exactement les tests et les produits qu'ils doivent prendre et quand ils doivent s'arrêter de les prendre. Donc dans ces molécules interdites, on découvre par exemple le meldonium, qui a été découverte en 1970, mais qui est devenu sur la liste de WADA en 2018. Regardez, c'est un exemple assez typique de ce qui se passe vraiment dans la nature. Et si on prend un autre, le lévothyrox, qui n'est pas sur la liste encore, c'est un stimulant beaucoup plus efficace, réduction de graisse dans le muscle, stéroïde, apparemment très populaire dans le cyclisme, le triathlon et certainement la natation et d'autres sports aussi. Ce lévothyrox, par exemple,
et c'est ce qui un peu pousse le marché, faisait 3,02 millions en 2023 et on attend des ventes de 4 milliards, bien qu'il y ait des problèmes assez importants. Donc c'est pour normalement la thyroïde, mais la consommation que l'on voit au marché ne correspond pas du tout à cette utilisation thérapeutique. Ce qu'il faut peut-être comprendre dans la pharmacie et le développement de produits pharmaceutiques, c'est qu'en 1930, il n'y avait zéro produit enregistré. Et il y en a 1453 enregistrés aujourd'hui. Ce sont des molécules, les produits chimiques et les produits biologiques. Il y aurait potentiellement à cet instant jusqu'à 7000 molécules en développement dans les différentes compagnies pharmaceutiques, mais à peu près 50 à 60 seulement en sortiront par jour et seront enregistrées officiellement, puisqu'il prend à peu près 8 ans de développer une molécule, de la découverte, la recherche préclinique, les 3 phases cliniques, les affaires réglementaires et le post-marketing. Ce qui donne une quantité phénoménale de produits qui sont sur le marché, mais peut-être pas du tout enregistrés, mais disponibles forcément à l'utilisation. Pour continuer dans une lignée d'amélioration fallacieuse, nous avons eu les produits autorisés, les produits légaux, maintenant les AUT. Qu'est-ce que sont les AUT? Ce sont des autorisations usage thérapeutique données par les médecins. Les fédérations, le comité olympique, le système légal et le système médical ont une liste de produits interdits pour faire croire, mais ils ont créé au-dessus de là des AUT, des autorisations d'usage thérapeutique, qui sont délivrées par le médecin et qui permettent à certains athlètes, pour des raisons médicales, de prendre pratiquement tous les médicaments qui seraient sur la liste de produits interdits. Cette liste d'AUT est gardée très très secrète. D'ailleurs, des hackers russes, les Fancy Bears, en rétaliation de Sochi, où les Russes ont été accusés, ont menacé de publier cette liste officiellement. Ils en ont publié quelques-uns, d'athlètes moins connus, et le monde du sport est devenu fou. Tout ceci a été disparu assez rapidement. Mais qu'est-ce que sont ces AUT? L'Australie a fait une étude de ces AUT top secrets, et on a vu quand même qu'il y en avait 200 en 2012 pour 58 sports. Ils ont vu que ces AUT permettent de prendre pratiquement tous les produits possibles et imaginables. L'insuline, l'oxycodone, de la testostérone, des produits pour la dépression, l'hormone de croissance, etc. Tous les produits qui sont clairement importants dans les performances. Ils ont vu aussi que la natation, le cyclisme et l'athlétisme sont les premiers utilisateurs de ces AUT, et en un plus grand nombre, ce qui est à peine surprenant quand on voit les performances que peuvent faire les athlètes. Ces AUT permettent à de nombreux athlètes, et vous vous demandez pourquoi certains athlètes qui ont eu un cancer, vrai ou faux, font des performances qui sont extrêmement surprenantes. En étant des athlètes médiocres au départ, ils se retrouvent avec des performances subliminales. Et on se demande un petit peu pourquoi, certainement, potentiellement, grâce à ces AUT. Et quand vous êtes une compétition, en plus des produits légaux et illégaux qui peuvent être pris, vous ne savez pas si la personne à côté de vous a des AUT ou pas. Finalement, le clou du spectacle, après produits autorisés, illégaux et AUT, les tests. Tester ou ne pas tester. Tester ou ne pas tester. Voici les problèmes des tests qui vous convaincra peut-être que le système n'est pas très adéquat. Il y a beaucoup de problèmes avec les tests. Il y a besoin de connaître la molécule, comme j'ai expliqué avant. Le délai pour lister la molécule, qu'on a vu avec le meldonium, 40 ans avant de le poster. On ne peut pas tester tous les dopages, certains sont très difficiles à le faire. Assurer que les tests sont bons, parce que les tests est souvent pas très fiable. Il y a le coût des tests, et personne ne veut dépenser de l'argent pour ça. Le développement du test qui coûte aussi beaucoup d'argent. La sécurité des tests, des échantillons prises, et l'évitement des tests. Pour ceci, on a vu aussi que le timing joue un rôle assez crucial, parce que vous savez que certaines substances disparaissent de l'organisme ou sont
pas détectables après quelques heures, voire toute une journée. Donc il suffit d'éviter suffisamment longtemps le test pour ne trouver aucune trace. En fait, c'est un petit peu la problématique de l'élite. Les premiers tests ont été faits en 1968, il y en avait très peu. En 72, il y a eu 2000 tests et 7 athlètes ont été pris dans les Jeux Olympiques de 72. En 76, 800 tests, donc moins. On se faisait du souci et on a pris malgré tout 1,4% des athlètes à ce moment-là. En 83, un nouveau test, parce que stéroïdes, donc ce n'étaient pas des tests divisibles, et ça a créé 60% d'abandon des athlètes aux Jeux panaméricains. Donc, ce qui prouve bien que les gens étaient prêts à se doper ou se dopaient déjà. En 99, le World Anti-Doping Agency, WADA, a été créé, seulement en 97. Mais on a bien vu que en 2011, 30% ont admis qu'ils prenaient des choses sans être testés. Mais en sachant qu'il y a un certain pourcentage qui le savaient mais qui ont dit qu'ils n'admettent pas, il y en a un certain pourcentage qui ne savent pas parce que beaucoup d'athlètes prennent des produits d'après leur coach ou leur entraîneur et ne savent même pas qu'ils les prennent. Un pourcentage aurait eu peur de le dire et peut-être un pourcentage qui n'en prennent pas vraiment. Donc on peut estimer que beaucoup de gens prenaient des tests. Même le WADA avait une estimation de 44%, qui est à mon avis très très généreuse. Mais sachant qu'on a attrapé que 0,5%, ça prête un petit peu à question, tout ceci. On sait que pour tester un athlète, il faudrait dépenser à peu près 40 000 $ par an et par athlète, pouvoir le tester régulièrement, une fois par mois, pour que cela serve à quelque chose. Il faut garder en tête que l'industrie du sport est phénoménale. De 1950 à 0,1 milliard, il y a une croissance de 6,1% par an pour atteindre 651 milliards d'ici 2028. Donc c'est assez important. Arte eux-mêmes, dans leurs études, ont calculé 700 milliards de revenus du sport et 30 milliards pour les revenus du dopage. On s'aperçoit par contre que le comité international olympique, simplement pour Paris, a eu des revenus de 7,6 milliards pour Paris 2024, mais donne à la WADA, le World Anti-Doping Agency, 30 petits millions par an, donc 0,4% de ce budget, et 0,003% des revenus sport totaux. Arte, dans leur étude aussi, ont calculé qu'un athlète de base, donc pas une élite bien sûr, dépense déjà 6 000 $ par an pour des produits certainement légaux. L'ozone, la créatine, la ventoline, certains aminoacides, etc. Un athlète du niveau international, donc s'approchant de l'élite, dépense en moyenne 30 000 $ par an, et ça inclut en général le PO, le testostérone, hormones de croissance, qui sont des produits en théorie illégaux. Et pour être niveau d'élite, c'est au minimum 100 000 $ par an pour chaque athlète. Même continuant dans les études de Arte, les médecins du sport peuvent se faire jusqu'à 6 millions de revenus par an. Et on consomme en général 70 tonnes de testostérone, 700 tonnes de stéroïdes. Donc c'est des montants énormes qui vont en général, une grosse partie y va pour les athlètes eux-mêmes. Donc c'est impressionnant. Dans ces tests dont on parlait tout à l'heure, l'USADA qui s'occupe du test pour les États-Unis, ont un budget de 21,6 millions en 2017, dont la moitié à peu près, 11 millions, allait pour les tests. Là, c'est l'administration, etc. Ça leur a permis de faire 6 480 tests dans l'année, en 2017. Il y en a eu 500 tests pour la natation. Il y a plusieurs dizaines de milliers de clubs. Il y a eu 2000 tests pour l'athlétisme. Il y a plus de 200 000 athlètes. Donc, quelqu'un avait calculé qu'un athlète a une chance sur 10 de se faire tester une fois dans sa vie.
Donc c'est absolument ridicule. Mais ce n'est rien comparé au basketball. 12 tests dans l'année, 9 tests pour le football américain et 0 pour le baseball. Donc forcément, il n'y a pas de dopage. Il n'y a aucun test de toute façon. En fait, la problématique de l'athlète, c'est que il va commencer à s'entraîner pour faire du sport et éventuellement tout le monde rêve d'atteindre l'élite bien sûr. Il va s'entraîner le plus dur, améliorer ses techniques, faire tout ce qu'il peut. Il va peut-être ajouter de l'aide nutritionnelle pour améliorer ses performances et il va commencer à prendre des produits permis, donc certainement la ventoline, la caféine, de la créatine et d'autres produits qui sont permis. Pour aller un peu plus haut, pour atteindre le niveau d'élite, il va commencer à prendre certains produits interdits avec un bon médecin, des bons contrôles. Il va savoir quand les prendre et quand s'arrêter. Si on veut continuer un peu plus fort, les AUT vont permettre d'aller encore plus grand. Et finalement, les tests sont facilement évitables, surtout avec une bonne information et en sachant exactement quand et comment prendre les produits. Et tout ceci est nécessaire pour atteindre le niveau élite. Voilà. Le problème principal, c'est que toutes ces fédérations, le comité olympique, le système légal et le système médical ont un intérêt assez important que les athlètes, que le sport, que leur sport, si on parle des fédérations, continue sa croissance et continue sa croissance économique, c'est-à-dire que ça intéresse les gens, qu'on aille le voir et qu'on a besoin de ses performances. Il y a des compétitions entre les sports, donc il faut des records, il faut que ça soit meilleur, il faut que les gens aient envie d'aller voir, on a besoin de performances. Il y a une pression financière et il y a une image que les gens font attention, il ne faut pas de doping. Donc on a créé des produits illégaux et on fait semblant de faire des tests. Et donc tout le monde est content et ce système continue allègrement. Si l'on oublie tout ça, nous avons l'impression d'avoir des athlètes qui sont déterminés, intrépides, courageux, disciplinés, persévérants, mais forcément qu'ils aient eu des accès aux installations assez rapidement, qu'ils aient adopté les dernières technologies pour pouvoir performer, mais surtout qu'ils aient la génétique adéquate pour le sport, pour avoir une chance, une petite chance d'atteindre l'élite. Mais ce qu'on a aussi surtout, puisqu'on ferme les yeux, on ne s'aperçoit pas, c'est que tout ceci a changé. Maintenant, il faut de l'APO, de nutrition, des hormones de croissance, des stéroïdes, des AUT, éviter les tests, microdoser, ce qui est une grande mode maintenant, utiliser de la ventoline, de la créatine pour atteindre cette élite. Donc les quantités que l'on prend varient énormément et peut-être changent les performances. Si on prend le cas des derniers Jeux Olympiques, par exemple, en natation, il y a une controverse assez marquée avec Pan Zandler qui a gagné le 100 mètres nage libre avec 1 seconde d'avance sur le reste du pack. Ça faisait 2,1%. Tout le monde a crié ou indirectement sur le dopage, la Chine qui devrait tricher, etc. On a bien sûr fermé les yeux sur Cathy Ledecky qui a gagné le 1500 mètres nage libre avec 1 seconde d'avance. 10 secondes d'avance sur le 1500 mètres, donc à peu près 1% plus rapide que tout le monde. Mais aussi, on a surtout fermé les yeux sur Léon Marchand, qui a gagné le 400 mètres 4 nages, avec 6 secondes d'avance sur le reste. Ça fait 2,5%. De plus, il a gagné le 200 mètres brasse et le 200 mètres papillon, qui sont deux épreuves assez musculairement très très difficiles, dans la même journée, avec des records du monde à la clé. Donc ça, personne ne s'est posé la question. Ce qui prouve bien que on fait ce que l'on veut, on ferme les yeux sur beaucoup de choses quand ça nous arrange, et l'élite fait partie de tout ça. Avec tout ceci, les records sont battus chaque année dans tous les sports et dans toutes les épreuves, bien que les humains n'ont pas évolué eux-mêmes. Bien sûr, les techniques, l'accès social a changé, certaines technologies aussi, mais les records sont battus quand même assez rapidement. Quand on sait que le 100 mètres course, chacun des top élites ont été pris une fois dans leur vie doping, bien qu'ils sachent exactement comment doser avec toute la technologie pharmaceutique nécessaire et tous les produits légaux, les AUT, etc. Donc ça prouve quand même qu'il y a peut-être un problème.
On a pu s'émouvoir quand certains athlètes sont tombés, ou suicides ou autres, à cause du dopage. Et surtout les athlètes d'Allemagne de l'Est qui, 30 ou 40 ans après, ont pu attaquer en justice les personnes qui les avaient dopés à leur insu. Donc énormément de choses se passent, on ferme les yeux et on continue, malgré les abus. On veut voir du sport, mais ce n'est peut-être pas du sport, c'est peut-être juste entertainment. Ça n'a rien à voir avec le courage ou le travail dur, ça a à voir avec la technologie, la génétique et tous les produits on peut prendre légalement ou illégalement. En réponse à cette deuxième question, est-ce que l'élite a une valeur pour la société? Nous avons vu que le contexte social joue un rôle crucial pour accéder à l'élite, pour avoir une chance d'y accéder. La technologie a changé, était indispensable pour s'améliorer dans l'entraînement, mais aussi dans la performance, et cela a changé énormément au cours des années. La génétique joue un rôle crucial dans votre possibilité d'accéder à un niveau d'élite dans le sport que vous choisissez. Sans une bonne génétique, vos chances d'atteindre les niveaux de haute compétition sont limitées. Et finalement, c'est ce que j'appelle les améliorations fallacieuses, tous ces produits qu'on a le droit de prendre, que l'on peut prendre, qu'ils sont interdits mais indécelables, qu'ils ne seront jamais décelés et détectés, et toute autre condition qui permettent d'améliorer les performances. Ceci est en fait que ma conclusion, c'est que le sport d'élite n'est pas vraiment du sport. Mais par contre, c'est un divertissement très adéquat et très recherché. Donc ma conclusion, c'est que le sport d'élite ne contribue pas à la société, mais l'exercice est essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu.